Salut les amis. Alors nous voici de retour pour reparler d'un livre que j'ai déjà lu. Je sais pas si j'ai vraiment raison de le ranger dans mes livres préférés, parce que c'est pas spécialement un de mes livres préférés, mais c'est un livre que j'ai déjà lu, donc je pense qu'on va le ranger là un peu par défaut, parce que quand je relis un livre, c'est quand même que je l'ai suffisamment aimé. Donc, Dumaki de Stephen King, et en fait, si je pars dans une digression de base pour dire je sais pas s'il est à sa place ici, c'est parce que dans mes anciennes notes, je lui avais mis 6, mais je lui avais mis 6 tout en écrivant, je m'en rappelle quasiment pas, il faudrait que je le relise. Chose faite parce que il existait en livre audio et que, comme je vous ai dit, je trouve ça intéressant de réécouter des livres que j'ai déjà lus en livre audio pour vivre une expérience différente et potentiellement plus intense sur des livres dont je sais qu'ils sont un minimum de qualité. En l'occurrence, Stephen King, je lui fais bien confiance pour faire des livres de qualité, et le fait que j'avais quasi aucun souvenir de ce livre, mais pas non plus le souvenir d'avoir passé un mauvais moment, juste j'en avais pas de souvenir, j'avais mis 6 un peu par défaut, et je me disais voilà, il faudra y revenir, et je suis très contente de l'avoir fait, parce que pour moi maintenant, il mérite plus que 6. Résumé, alors, la seule chose qui me restait de ce livre, la seule image, parce que moi je fonctionnais vachement sur le visuel avant, quand je le pouvais encore, et donc j'avais vraiment une image en tête, et ce livre est un livre très imagé, parce que c'est l'histoire d'un gars qui va faire des peintures, et donc la seule image qui m'était restée, c'était une peinture d'un bateau, donc sur fond de mer, etc., avec écrit Perse sur le bateau. Et donc, cette image mentale qui était la seule qui me restait est relativement représentative, ça pourrait être une bonne couverture, je sais pas du tout ce qu'il y a sur la couverture réelle, puisque comme je vois pas, je peux pas vous le dire. Mais moi, dans ma tête, c'est la couverture qui va probablement garder, et elle est pas dégueulasse, mais ce livre est loin de se résumer à ça. On suit un héros qui s'appelle Edgar Fremantle, qui a en début de livre un accident entre guillemets, parce que c'est une grue qui lui recule dessus et qui écrase sa voiture, parce que la grue n'a pas fait tout. Et donc lui, il n'a pas été averti qu'elle était là et qu'elle allait reculer. Enfin, il savait bien qu'il y avait des travaux, mais il avait aucunement conscience que la grue allait lui reculer dessus. Et la grue, apparemment, n'a pas non plus d'alerte pour lui dire qu'elle était en train d'écraser une voiture. Donc il a été à moitié écrasé, il a perdu un bras, il a une jambe qui fonctionne plus très bien, il a eu des côtes cassées, etc. Et donc son bras droit lui a été amputé. Et donc en début de livre, on suit beaucoup sa rééducation et le fait que même mentalement, parce que il a aussi pris cher sur le crâne, il a du mal à trouver ses mots. Et il est énormément confus, il a des accès un peu de colère, de violence, etc. où il se contrôle pas et lui-même il comprend pas trop ce qu'il fait, il est vraiment dans le brouillard. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en le relisant, probablement parce que moi-même, depuis, j'ai fait l'expérimentation du brouillard cognitif et de la perte des mots et de plein de choses comme ça. Et quand j'étais jeune, la seule chose que je me rappelais, c'est que ça avait mis des plombes à commencer. Et là, je me dis, on est vraiment dans un livre que je pense qu'il faut lire quand on est déjà un minimum âgé, ou du moins qu'on a pris un minimum cher physiquement. Sinon, on risque de pas avoir assez d'empathie pour trouver le début intéressant. À l'époque, moi, j'étais venue parce que j'aimais Stephen King, parce que j'aimais le surnaturel. Et le surnaturel arrive effectivement assez tard dans le bouquin. Surtout au début, il est là, entre guillemets, mais de manière très progressive. Et aujourd'hui, j'aurais plutôt le problème inverse. Je trouve que c'est la fin avec le surnaturel qui est pas hyper intéressante, mais j'y reviendrai évidemment. Mais donc en tout cas, ce gars a eu un accident, il va faire sa rééducation, pour des raisons, justement parce qu'il a des accès de violence, etc., sa femme va le quitter. C'est pas parce que c'est une grosse salope, mais c'est parce que c'est vraiment pas facile de supporter un gars qui va potentiellement l'agresser et qui va ensuite ne pas s'en rappeler, etc., donc forcément ça aide pas. Donc le gars a perdu vraiment toute son ancienne vie, il a perdu son bras, il a perdu sa femme avant, je crois qu'il dirigeait une entreprise de construction de bâtiments, un truc comme ça. Bon, évidemment, il va pas pouvoir continuer, etc. Mais il a de l'argent de côté, ce qui est cool. Du coup, il va partir sur une petite île en Floride, si je me souviens bien. Donc l'île qui s'appelle Dumaki, d'où le nom du livre. Il va là-bas pour se ressourcer, faire le point, voir s'il peut se faire un nouveau départ, parce que vu que sa femme l'a quitté, etc., il s'est dit autant me mettre au soleil et voir si je peux faire un peu le point dans ma tête et repartir à zéro, avoir une deuxième vie, entre guillemets, parce qu'il a la cinquantaine, si je me souviens bien. Donc au départ, on part sur un truc un peu déprimé, mais sur un gars qui a quand même un peu envie d'aller de l'avant et de se relever, et qui se dit tiens, il y a une chose que j'ai fait quand j'étais jeune et que j'aurais peut-être envie de refaire, c'est dessiner. Je l'ai pas fait depuis plus de 20 ans, c'était à peine si je dessinais des bonhommes en bâton, mais c'est un truc qui me passionnait un peu quand j'étais jeune, et pourquoi pas m'y remettre. Évidemment, son psy l'encourage en lui disant tout ce qui peut vous donner envie d'aller de l'avant et d'avoir des projets, c'est bien, donc faites-le.
Donc il va aller sur Dumaki, et là-bas, au début il va se mettre à dessiner avec des crayons, la peinture ça viendra plus tard, mais il va se découvrir un putain de talent. Il va dessiner super bien alors qu'il a aucune expérience, qu'il y connaît rien, etc. Bon, dans la vraie vie ça se passe pas souvent comme ça, mais là il y a du surnaturel là-dessous évidemment. Et bah du coup, ce gars va repartir à zéro, il peint, ses peintures dégageant un sentiment très bizarre de surréalité, / malaise. Voilà, il dessine des choses et les gens sont souvent fascinés par ce qu'il dessine ou attirés ou quoi, mais tout en ressentant quelque chose de malsain, parce qu'il dessine un peu des choses surréalistes, par exemple une conque énorme devant un coucher de soleil. Bon, ça peut être une question de perspective, mais par exemple on la voit sur la mer. Au niveau des perspectives, justement, on croirait qu'elle est énorme et pas juste qu'elle est en premier plan, ce genre de truc. Il dessine beaucoup de choses avec des couchers de soleil derrière, et évidemment, le tout premier dessin qu'il a fait en arrivant à Dumaki, c'était celui d'un bateau dans le lointain sur fond de coucher de soleil, et par la suite, il va faire d'autres dessins de ce bateau, et on sent qu'il y a une embrouille avec ce bateau, et que globalement, il y a une ambiance néfaste et inquiétante sur cette île. Par exemple, à un moment, avec sa fille, il veut aller au sud de l'île, et quand il va là-bas, sa fille se met à vomir, etc. Et elle se sent hyper mal. Et lui aussi, il a un mauvais pressentiment, même s'il n'est pas malade à ce point. Donc concrètement, il va y avoir quelque chose de potentiellement malsain sur cette île. Est-ce que c'est une chose malsaine qu'il fait dessiner? Oui, puis il y a aussi beaucoup d'histoires sur les membres fantômes. Ça, par contre, je m'en souvenais un peu, parce que son bras droit, il l'a plus, mais il a des sensations dedans. Et par exemple, il a des sensations de démangeaison quand il a envie de dessiner, et quand il dessine, ça lui fait du bien. Et il a l'impression de voir son bras à des moments, et de le sentir, etc. Même si, de temps en temps, il essaye de se gratter, et puis finalement, il se gratte les côtes parce que son bras n'est pas là. Mais de temps en temps, il a l'impression que son bras revient, et qu'il peut faire des choses particulières avec ce bras, notamment voir des choses qu'il n'est pas censé savoir, soit sur le futur, ou soit sur des choses que les gens ne lui ont pas forcément dit. En gros, ça lui donne un peu des pouvoirs de médium. Donc l'histoire, on est vraiment exclusivement de son point de vue à lui, c'est vraiment une histoire d'un point de vue interne, même si on va avoir des flashbacks et des passages qui sont alternés avec les chapitres, où à chaque fois ça s'appelle exécuter un dessin, et c'est des histoires où on pense quand même que c'est Edgar Fremantle, en tout cas moi c'est ce que je pensais, qui nous parle, mais il nous dit au début, dans le tout premier, imaginez une petite fille, et en fait il va nous raconter l'histoire de cette petite fille. Au début, cette petite fille, on ne sait pas qui c'est. Je pense que je peux vous le dire parce qu'on va le savoir, et que je pense pas que ce soit grave de spoiler ça, parce qu'au début, moi limite ça me donnait du mal à rentrer dedans, de pas savoir qui c'était, de pas savoir si c'était qu'une expérience mentale ou si c'était vraiment un personnage, etc. Donc en fait, sur cette île, il y a lui, évidemment, qui est sur sa maison qu'il appelle Big Pink parce qu'elle est toute rose en vacances, mais il n'est pas tout seul. Il y a aussi une vieille dame et un homme qui a aussi la cinquantaine qui est là pour l'aider, parce que la vieille dame est vraiment très vieille, elle a peut-être 85 ans, quelque chose comme ça, et elle a Alzheimer. Donc lui, il va devenir ami avec cet homme, et il va apprendre donc l'histoire de cette vieille dame, et en fait la petite fille, c'est cette vieille dame, qui elle aussi a dessiné quand elle était toute petite, quand elle avait 2 ou 3 ans, mais elle a complètement arrêté depuis, et aussi on va savoir pourquoi. Il va falloir se poser cette question, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Elle était dans une famille de 6 enfants, et il y a 2 de ses sœurs qui sont mortes. Qu'est-ce qui leur est arrivé? En quoi tout ça a contribué à ce qu'elle dessine plus jamais? Même si elle a Alzheimer et qu'on peut se dire qu'elle déconne un peu, il y a certaines choses qu'elle dit qui sont un peu flippantes, et où on peut se poser des questions aussi sur est-ce qu'elle sait des choses, est-ce qu'elle a des informations sur quelque chose de grave qui se passe sur cette île qu'on va devoir apprendre. Évidemment, bien sûr que ça va être le cas. Il y a aussi ce personnage dont on va suivre l'histoire en parallèle, mais toujours du point de vue d'Edgar Fremantle, ce qui sera expliqué au fur et à mesure de l'histoire, comment il a appris tout ça. Évidemment, je pense que je peux vous dire tout de suite que ses pouvoirs de médium vont y être pour quelque chose, mais pas que, ils vont aussi retrouver des éléments de la vie de cette vieille dame une fois qu'ils vont décider d'enquêter un peu sur elle et sur son passé. Donc voilà, il y a d'un côté un plan artistique, il y a un plan humain où on parle des traumatismes, des accidents, etc. Et il y a tout le plan surnaturel médium avec l'histoire de cet enfant à qui il est arrivé des choses un peu horribles. Et puis à la fin, évidemment, il va y avoir un combat contre une entité surnaturelle. Évidemment, parce que c'est souvent comme ça chez Stephen King. Le concept, alors, je pense, Christophe Schott, je cite, voilà, si vous voulez aller voir sa chaîne, avait dit, et c'est lui en partie qui m'a donné conscience qu'il fallait que je relise Dumaki, qui a dit qu'il pensait que ce livre avait été inspiré par Stephen King parce qu'il avait eu son propre accident. Quand je l'ai lu, je crois que c'était en 2009, non j'en suis sûre même, c'était fin 2009, je savais pas encore que Stephen King avait eu un accident, je crois. Je pense que je l'ai su en lisant les 2 derniers tomes de La Tour Sombre, ce que je crois que je l'avais pas encore fait à ce moment. Du coup, ça doit expliquer pourquoi j'avais pas
vu ça comme ça, et c'est en fait très intéressant parce qu'effectivement, on voit un gars qui a eu un accident aussi de la route, même si c'est pas le même accident que Stephen King. C'est quand même un peu un problème en voiture aussi, quoi. Il a été quand même un peu écrasé aussi, bon voilà. C'est relativement similaire, et même si je sais pas si Stephen King a vécu autant de confusion mentale, etc., que son personnage, c'est possible que oui, hein. Encore une fois, il décrit ça tellement bien que soit il a connu quelqu'un qui l'a vécu et il a énormément d'empathie, soit il l'a vécu, mais je pense qu'il est possible qu'il ait vécu. En tout cas, du coup, c'est extrêmement détaillé et intéressant sur ce plan-là, de suivre un héros qui a vécu vraiment un accident comme ça, traumatisant. Évidemment, comme on est chez Stephen King, on va toujours essayer de rendre le truc un peu mystico-exaltant, avec le côté en se faisant écrabouiller le cerveau, on a des pouvoirs surnaturels qui pop. Malheureusement, dans la vraie vie, on n'a même pas cette compensation-là, on a juste la confusion mentale et tout. Parce qu'à plusieurs moments, ces persos disent, même si on a des pouvoirs surnaturels, on aurait largement préféré ne pas avoir d'accident et rester comme on était avant. Je trouve que c'est très bien de le dire, mais malheureusement, dans la vraie vie, on n'a même pas la petite compensation du pouvoir surnaturel. Je le répète parce que n'essayez pas chez vous de vous accidenter en vous disant que peut-être ça vous donnera des pouvoirs psychiques ou peut-être que soudainement vous allez devenir doué en peinture. Non, ne faites pas ça chez vous, ça ne marche pas. Non, la souffrance en général ça engendre vraiment que du négatif. Je vous l'avais déjà dit sur Dune avec Miles Tegg, ne pensez pas que si vous vous torturez intensément vous allez développer des pouvoirs. Là c'est pareil. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir. Donc le concept, c'est vraiment d'avoir un personnage comme ça, qui a souffert physiquement, qui a pris très cher, et qui va développer des pouvoirs surnaturels par rapport à ça. Encore une fois, je pense vraiment que tout ça, c'est une manière de compenser, entre guillemets, le traumatisme. S'imaginer qu'un bras fantôme puisse nous donner des pouvoirs de médium, qu'on puisse devenir doué en art du jour au lendemain, qu'on puisse avoir des pouvoirs télépathiques ou ce genre de choses. Ça aide un peu à compenser, malheureusement c'est pas vrai, et moi, si je passe autant de temps à répéter ça, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'espérais énormément ce genre de choses, et je les attendais, et j'étais malheureuse parce que je les avais pas, en me demandant qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux faire de plus. Au bout d'un moment, voilà, ne culpabilisez pas, ça n'existe pas, c'est pas vous qui croyez pas assez ou qui avez raté quelque chose. Évidemment, ça sera évident pour tous ceux qui sont pas sensibles à ce genre de choses, mais tous ceux comme moi qui en ont beaucoup rêvé, qui ont grandi avec ce genre d'idées, etc., ben voilà, dites-vous bien que c'est pas de votre faute, et même si des gens vont vous le dire, hein, des gens vont vous dire « ouais, mais c'est parce que tu crois pas assez ouais. ». C'est parce que si tu croyais vraiment, peut-être que ton cerveau arriverait à perdre pied avec la réalité et à te faire croire des choses, mais c'est mieux d'un point de vue santé mentale si tu n'y arrives pas, en fait. Toute cette parenthèse pour dire que on est vraiment avec un héros comme ça, qui a des problèmes physiques et mentaux, ça va lui donner des pouvoirs surnaturels, je pense que c'est ça le fond du concept. Sinon, le reste n'est pas très original, une entité, entre guillemets, maléfique qui influence les gens, et un personnage qui a pris cher et qui va devoir la combattre, ça ne casse pas des briques. Mais il y a aussi tout le côté artistique, qui est extrêmement bien décrit, je trouve, et extrêmement intéressant. Et moi, il y a beaucoup de livres où je pense que je vous ai dit « ouais, les images, ça me parle pas, c'est trop de choses visuelles, des trucs qu'on comprend pas, etc. » Alors là, comme on est avec un personnage qui connaît rien en peinture, lui-même, il a pas les mots pour en parler, donc il en parle de manière très simple. Et donc là, j'avais vraiment l'impression de voir les tableaux qu'il peignait, et j'avais vraiment beaucoup d'images en tête en le lisant, et c'est hyper agréable. Donc sur ce plan-là, si vous avez envie de savoir qu'est-ce que ça fait de devenir peintre avec un putain de talent du jour au lendemain et de vraiment découvrir un peu la peinture à travers ça, ça aussi c'est intéressant. Donc je pense que voilà, il y a deux choses très intéressantes dans ce livre, de grosse qualité, c'est tout ce qui a trait à la peinture et tout ce qui a trait à décrire la souffrance mentale de se retrouver dans un corps blessé, abîmé, et aussi avec un cerveau blessé, abîmé, qui fait du brouillard mental, la confusion, du fait qu'on n'a plus les mots pour s'exprimer et que c'est hyper frustrant, le fait de ne plus se reconnaître et toute la faiblesse qui est liée à ça, etc., et le sentiment d'impuissance, la colère et tout ça c'est hyper bien décrit. Après, le surnaturel est plus banal, mais si vous êtes adepte de ça, ça sera comme un peu de sucre dans votre café. Oui, parce que le café est amer, exactement comme le sujet de ce livre. Alors, déroulement de l'intrigue, je vous ai dit qu'on alternait entre Edgar Fremantle et les, entre guillemets, chapitres intermédiaires qui s'appellent Exécuter un dessin, où on suit la vie d'Elisabeth. Donc, sur ça, c'est assez banal. On va alterner entre des passages très calme, où on voit un mec qui se remet de son traumatisme physique et mental en peignant dans un endroit extrêmement paradisiaque. Donc on va beaucoup vous parler de coucher de soleil sur le golfe, des eaux bleues limpides, etc., du ciel bleu, des vols des oiseaux, etc. Vraiment tout ça c'est extrêmement reposant et c'est assez étrange et c'est marquant je trouve comme ambiance qui est
ce côté où on est dans un environnement idyllique et où il y a un fond angoissant, mais un peu indéfinissable. Et j'adore cette ambiance et ce passage, et je trouve que c'est beaucoup moins bien, beaucoup moins original et beaucoup moins intéressant à partir du moment où on connaît l'entité surnaturelle et où on va clairement l'affronter en face, etc. À partir de là, j'avais l'impression de lire un King comme j'en ai déjà lu 20 et plus, probablement plus, parce qu'il en écrit beaucoup et je les lis tous à chaque fois qu'ils sortent, donc voilà. J'avais l'impression que ça ressemblait à tous les autres sans rien de spécial, et c'est peut-être un peu dommage parce que le début, avec l'ambiance, le gars qui peint, qui regarde ses propres peintures et qui se dit il y a un je ne sais quoi de malaisant, mais j'arrive pas à définir ce que c'est, etc. Au milieu de cet environnement où, même quand il nous parle du chuchotement des coquillages sous la maison la nuit, où il a l'impression que c'est des voix qui, de temps en temps, chuchotent calmement, de temps en temps qui s'engueulent et tout. Je trouve ça, mais à la fois très beau et vraiment très immersif. Un début extrêmement lent, extrêmement calme, qui m'avait fait chier quand j'avais 22-23 ans, et aujourd'hui que je trouve qui est vraiment la meilleure partie du livre. Donc c'est très bizarre comment notre point de vue peut évoluer là-dessus. Il me semble que Christophe Schott avait dit aussi qu'il avait lâché le livre au bout de 80 ou 100 pages au début, et qu'il l'a relu plus tard et qu'il l'a beaucoup aimé. Je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver à beaucoup de monde. Si vous espérez justement du surnaturel, de l'action, des combats, etc., ben vous allez vous faire chier, vous allez décrocher. Mais si vous avez envie de quelque chose de lent, alors paradoxalement j'ai envie de dire reposant, mais reposant moyen, parce que c'est un peu angoissant aussi. D'ailleurs, j'ai fait un cauchemar pendant que j'étais en train de le lire, c'est notable, et je le dis avec un grand sourire, parce que faire un cauchemar quand on lit un livre, entre guillemets, d'horreur, c'est cool, ça veut dire que le livre fonctionne bien. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais oublié les 3/4 du livre, je vous dirais mon cauchemar en spoil, mais finalement, mon cauchemar était presque un spoil, et pour autant, je me suis pas rappelé que c'en était un, quand je l'ai vécu. Et c'est seulement en lisant la fin que je me suis dit, ah bah dis donc, en fait, mon cauchemar, il était vachement... il était cohérent avec la fin du livre, donc est-ce que je m'en rappelais inconsciemment, ou est-ce que mon cerveau a mélangé les éléments et recréé un truc similaire? Allez savoir. En tout cas, c'est notable, ça veut dire qu'il y a vraiment un côté, justement, prenant... Mais c'est vraiment de l'angoisse, c'est pas de la terreur en mode, ah, c'est quelque chose de... très lent, très doux. Même la musique qu'ils ont mis dans le livre audio, on a vraiment l'impression que ça commence comme quelque chose de la sophrologie ou quelque chose de très doux, puis soudainement les notes partent dans quelque chose d'inquiétant, et je trouve ça vachement bien trouvé, et ça reflète bien l'ambiance. Si le livre audio, je vous le conseille carrément. Personnage, donc Edgar Fremantle, sa principale caractéristique, c'est d'être blessé, physiquement et mentalement, d'avoir pris cher, que son ancienne vie, il en est coupé du jour au lendemain quasiment, enfin ça a pris plusieurs mois pour qu'il l'accepte, mais il en est coupé, et donc il éprouve une énorme colère, une énorme frustration, et souvent il dit que dans ces moments-là il voit rouge, littéralement, parce que même quand il a eu son accident, il s'est mis à voir rouge, il y avait une chanson à la radio qui disait c'était rouge, etc. Voilà, il y a vraiment une insistance sur le côté rouge de la colère, et donc il a beaucoup de moments comme ça où il peut vraiment devenir violent, flippant, etc., Évidemment, dans le livre, il va apprendre à se calmer, mais pas vraiment, hein, plutôt à canaliser sa colère sur des choses, on va dire. Et donc, ce personnage qui va devenir un artiste, mais qui est vachement modeste lui-même, il n'a pas l'impression d'être un artiste, il sait pas trop ce que ça veut dire, il peint juste parce que ça lui fait du bien, et parce qu'il sait pas trop quoi faire d'autre, et qu'il est un peu perdu. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui est assez marquant, à la fois simple, et en même temps un peu intimidant et effrayant par certains aspects. Donc c'est un perso qui, je pense, est marquant, intéressant et suffisamment complexe vraiment pour qu'on s'y intéresse aussi en propre, hein, comme ce que je dis souvent dans beaucoup de bouquins de Stephen King. Et il a des expressions. Au début, par exemple, il se rappelle, quand il perd ses mots, il boucle, parce qu'il a dit à sa femme, mais assieds-toi dans l'ami. Puis elle lui fait, mais qu'est-ce que tu veux dire, assieds-toi dans l'ami? Mais il fait, mais assieds-toi dans le copain, le pote et tout. Et en fait, après, ça lui revient en tête quand il se sent comme une merde. Et du coup, ça tourne parce que c'est quelque chose qui l'humilie, en fait. De se rappeler de ça, du moment où il avait plus ses mots. Il en essayait plein en essayant de trouver le bon et ça marchait toujours pas. Et du coup, c'est quelque chose qui reste en tête et qui est, encore une fois, extrêmement immersif. On peut vraiment bien se mettre à sa place et comprendre qu'est-ce que c'est désespérant de plus avoir les mots et que les gens complètent les phrases à votre place, ou rigolent, ou vous reprennent, etc. sans arrêt. Enfin, vous font sentir en fait à quel point c'est quelque chose de simple et d'évident pour eux, et ça vous fait sentir à quel point ils comprennent pas que ça le soit pas pour vous, et ça vous donne le sentiment justement que c'est pas normal que ça soit pas simple pour vous.
Et ça vous fait vous sentir illégitime sur vos difficultés, c'est ça qui est horrible. Un cerveau qui fonctionne, ça va pas de soi en fait. Toutes les choses qui fonctionnent ne vont pas de soi en fait, c'est seulement quand ça marche plus qu'on s'en rend compte. Edgar Fremantle, c'est un perso assez marquant. Après, en deuxième perso le plus marquant, il y a Wireman. Dès le début, encore une fois, Stephen King qui est très doué là-dessus, qui va nous dire, du point de vue de Edgar Fremantle, largement avant qu'on découvre le perso, il nous cite des espèces d'aphorismes un peu génériques en nous disant c'est ce que disait Wireman, alors qu'on sait pas encore qui est Wireman et tout, mais direct on se fait une image en mode ça va être un perso charismatique, stylé, etc. Parce que le gars est plein d'aphorismes qui sont à la fois drôles, vrais, intéressants, un peu philosophiques, mais en même temps ouais, avec un côté décalé et assumé dans le décalage. On s'attend à l'aimer et ça marche très bien. Wireman, en fait, ça va être le mec qui s'occupe donc de la femme âgée sur Dumaki et qui va devenir un peu le meilleur ami de Edgar Fremantle quand il sera là-bas. Et c'est un gars, justement, qui dit beaucoup de conneries, qui, justement, a ce côté à la fois plein de sagesse, mais une sagesse un peu avec de l'autodérision, de l'humilité, etc. Donc c'est un gars extrêmement attachant. Dans le premier jour qu'ils passent ensemble, il se tape une barre de rire parce que il fait tomber son verre de thé glacé sur le sol tout droit sans qu'il se renverse. Et en fait, après, il y a la table qui s'envole, le parasol, enfin, tout tombe. Et d'ailleurs, lui aussi, il tombe, pas Edgar, heureusement pour lui, parce que lui, il était déjà blessé. Mais Wireman tombe aussi, alors que c'est un mec vachement imposant. Et tout tombe, et le verre reste debout, alors que tout le reste est tombé. Et du coup, à la fin, ils se partagent le verre de thé glacé qui est resté droit, alors que tout le reste s'est pété la gueule. Et donc, ils se tapent une énorme barre de rire, et leur relation sera toujours un peu comme ça, des alternances de choses très graves et de grosses barres de rire. Et ils sont extrêmement complices, extrêmement amis. Le gars, de toute façon, il a vécu une histoire horrible que je vous raconte pas, parce que pour le coup, ce serait vraiment un spoil. Et c'est vraiment un des suspens de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il en est là. Et c'est un personnage qui est extrêmement charismatique, stylé, attachant et tout ce qu'on veut. Après, il y a donc la femme et les filles de Edgar Fremantle, la femme qui s'appelle Pam et qui donc va le quitter, qui est un peu agaçante parce qu'elle arrête pas de le reprendre, etc. Mais en même temps, on peut comprendre que c'est pas facile d'être avec un gars qui est devenu non seulement handicapé, mais en plus qui est devenu agressif du jour au lendemain, parce qu'elle comprend pas ce qui lui arrive. Très clairement, tous ceux qui ont été blessés ou malades et qui ont de la confusion mentale et tout, je pense, ont vécu ce genre de décalage avec leur entourage où les gens ne comprennent pas quelles sont nos difficultés. Et il y a des moments où on a vraiment envie de leur gueuler dessus ou de les secouer ou quoi, parce qu'on se dit... Justement, on comprend qu'ils comprennent pas, parce qu'on sait très bien que nous-mêmes, avant, on n'aurait pas compris, et ça nous met en colère parce qu'on n'a aucun moyen de leur faire comprendre. Et donc Pam, elle représente cette espèce de distance avec l'ancienne vie, quoi. À côté de ça, il a 2 filles, une qui est normale et assez distante aussi, qui s'appelle Melinda, et une qui est très proche de lui, très complice, et qui est sa fille préférée, etc., qui s'appelle Hills. Et donc c'est elle qui va venir un moment le voir sur l'île, et il va sentir qu'il y a un danger qui passe sur elle, et il va vouloir essayer de l'empêcher, mais ça va pas être facile, parce qu'il sait pas exactement d'où vient ce danger. Il pense que ça vient peut-être de son petit copain, mais c'est peut-être un préjugé de sa part, parce que c'est son père, et que c'est compliqué quand on est parent de bien voir les petits copains de nos enfants. Potentiellement, il y a un danger sur Hills, et donc Hills, c'est la fille aussi, qui est un peu le personnage attachant. Je l'ai moins aimé, je pense, que Edgar et Wireman, parce que c'est un personnage très classique, c'est un peu la fille idéale, elle comprend son père, ils ont des souvenirs où ils sont extrêmement complices, elle est toujours un peu heureuse, mais en même temps on sent qu'elle est sensible, et voilà, c'est l'enfant fusionnel idéal, donc je l'ai pas trouvée si attachante ou si intéressante que ça, mais on va dire que des fois il en faut. Ça permet de montrer justement l'attachement qu'on peut avoir pour un enfant comme ça. Après, je vous disais, il y a Elizabeth Eastlake, donc Eastlake, je pense que c'est plutôt la vieille dame qui est sur l'île, dont on va apprendre toute son histoire qui est absolument horrible et intéressante. Il y a 2 de ses sœurs qui ont disparu, peut-être même plus, parce qu'il y en a certaines, on ne sait pas trop, on n'a pas de news, on ne sait pas trop où elles sont. Et tout ça va être arrivé à cause de l'entité surnaturelle sur l'île, et ça va nous permettre de, encore une fois, faire un parallèle entre les anciens et les nouveaux, un peu comme dans ça, avec ce qu'ils ont fait quand ils étaient enfants et ce qu'ils font en étant adultes, sauf que là, c'est 2 personnes différentes, donc il n'y a pas le côté perte de mémoire. Même si on nous sous-entend aussi que Elisabeth avait perdu la mémoire, un peu volontairement, parce que quand on vit des événements traumatisants, il vaut mieux les oublier. C'est plus justifié qu'il n'y ait pas les infos, vu que c'est pas la même personne, et vu qu'à l'Alzheimer, c'est compliqué d'avoir les infos. Un personnage qui est aussi assez charismatique à sa façon, assez marquant, c'est-à-dire moins que les 2 premiers, mais elle est intéressante. L'entité surnaturelle est un personnage dont je vous citerai pas le nom, même si on va l'appeler Perse, si je pense que je peux dire ce que je vous ai dit, un bateau avec écrit Perse, bon voilà. Cette entité s'appelle Perse. Elle est pas ni, je trouve, très intéressante, ni très originale, parce qu'elle dit la même chose que dit
toutes les entités surnaturelles chez Stephen King, je trouve, et tout ce qui se passe par rapport à elle n'est pas super passionnant, on n'en sait presque rien, bon voilà. On a toujours le petit côté Lovecraftien avec les références à l'indicible, le fait qu'on a une espèce d'entité qui n'est pas humaine, qui n'est pas définissable, qui est immortelle et qu'on peut qu'endormir pour la neutraliser. Bon, il y a tout ce petit côté-là. Je trouve que c'est pas original et c'est pas très passionnant. C'est probablement parce que je l'ai vu 10 000 fois. Je pense que ça, si c'est le premier King qu'on lit, on va trouver ça génial. Moi, j'avais adoré ça la première fois que je l'ai lu. Et donc, quand j'étais jeune, je pense que c'est ce que j'avais bien aimé aussi. Mais maintenant, ça me fait plus sauter au plafond. Et bon, on a Jack Cantory qui est le gars qui aide Edgar sur l'île. C'est un jeune qui lui rapporte à manger, etc. Et qui va finalement un peu devenir... complice avec lui et Wireman pour combattre l'entité surnaturelle, etc. Parce que c'est un de ceux qui croit Edgar et qui comprend ce qui se passe. Maintenant, c'est un peu le petit jeune gentil de base aussi, donc lui non plus, il est pas très marquant. Voilà, donc en gros, on a 2 personnages vraiment super intéressants et super charismatiques, les autres qui sont plus ou moins classiques et normaux, mais 2 personnages géniaux, ça suffit quand même à considérer, je trouve, que les personnages sont un point fort. Apparence, comme je vous ai dit, Edgar Fremantle, il lui manque un bras, et il n'a pas voulu se faire mettre une prothèse, donc Dieu vous prothèse. Mais c'est surtout que voilà, du coup, ça sera vraiment un personnage qui va toujours avoir un bras manquant, donc les gens vont beaucoup le regarder par rapport à ça, forcément. Et puis il boite aussi, parce que, comme je vous ai dit, il a sa jambe droite aussi qui a pris cher. Wireman, c'est un gars qui est hyper grand, corpulent, baraqué, enfin voilà, un gars qui est vraiment immense, imposant physiquement, et pourtant qui est super sympa, qui est plutôt en mode nounours qu'autre chose, quoi. En encore plus baraqué, on a le docteur Kamen, dont je vous ai pas parlé, c'est le psychiatre, je crois, de Edgar. Et lui, c'est un noir énorme où il dit qu'il ressemble un peu à un demi-dieu ou un dieu mineur ou quelque chose comme ça, un peu, j'imagine, ça doit être un peu comme un Bouddha ou un truc comme ça, le gars qui est énorme, super imposant et tout, mais qui a l'air super sympa et qui est toujours de bonne humeur, qui a toujours des bons conseils, qui est toujours là pour aider les gens, et qui lui a conseillé d'avoir une poupée anti-colère pour se défouler sur elle quand il avait des pulsions de violence. Donc c'est un peu original. Sinon, voilà, les filles, on nous dit qu'elles sont belles, etc. Moi, il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué sur les filles, j'aurais envie de vous dire. On va vous décrire un peu l'entité surnaturelle, je vous dis pas parce que ce serait un spoil. Il y en a toujours des descriptions. Hein. Puis on a des descriptions aussi de Elizabeth Eastlake, parce que on nous dit qu'elle ressemble à la fiancée du parrain, elle a des chaussures bleues énormes, elle a un chapeau de paille aussi énorme qui est le même chapeau qu'il y a dans le parrain, donc c'est pour ça que ça lui fait penser à ça. Et voilà, c'est une vieille dame, quoi, donc c'est assez rigolo le décalage, justement, enfin l'apparence qu'elle a, quoi, par rapport au fait que justement elle est beaucoup inoffensive sinon. Personnalité, je vous ai dit, on a vraiment beaucoup de détails de la personnalité de Edgar et aussi de Wireman, parce qu'on va avoir son histoire et ça va nous permettre de bien comprendre aussi sa psychologie. Un peu pas mal aussi pour Elisabeth, mais déjà moins, et après pour les autres ce sera plutôt secondaire. Mais encore une fois, comme je vous dis, avoir un ou 2 persos super intéressants, pour moi c'est déjà suffisant pour considérer que c'est une qualité dans le livre, les personnages. Et c'est toujours quasiment le cas dans tous les livres de Stephen King. Enfin, si c'est pas le cas un jour, je vous le dirai. Il y a certains livres où je trouve que c'était moins ouf, genre Salem, dans mes souvenirs comme ça, de but en blanc, là. Salem, c'est le premier qui me vient à l'esprit, dans ceux où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnages suffisamment détaillés pour être intéressants, mais c'est souvent quand même qu'il y a des personnages très marquants, très profonds et tout. Évolution. Alors oui, parce que Edgar, c'est un gars qui a pris super cher et qui va se refaire avec une identité de peintre, d'artiste, etc., de se reconstruire. Et je pense que je peux vous le dire et que c'est pas un spoil parce que Stephen King adore faire ça, n'est-ce pas ? Vous mettre des sous-entendus dès le début pour vous dire que ça va mal tourner. Et à plein de moments dans le livre, il peint et il dit genre oui, je savais pas encore que ce serait ma dernière peinture ou des choses comme ça. Donc c'est un perso qui se reconstruit très lentement, comme je vous avais dit, à un rythme très calme où voilà, on est sur la plage, on voit les beaux paysages et puis on voit le gars qui essaye de se remettre et qui est dans de la rééducation, mais pas que de la rééducation physique, aussi de la rééducation mentale pour se réaccepter lui-même, refaire sa vie et tout. Et en fait, on sait très bien que ça va mal finir, qu'il va lui arriver un événement traumatisant, et que sa deuxième vie va elle aussi s'écrouler. Et donc on ne sait pas encore si ça sera définitif ou s'il va s'en refaire une troisième, mais en tout cas on sait qu'il va y avoir un truc grave à la fin, et que cette deuxième vie, ça va pas être juste la coulée douce, devenir artiste, et puis ça se termine bien, le mec devient célèbre, et c'est un génie de l'art, et ça y est. De l'évolution, il y en a, parce que le gars, voilà, se reconstruit, et il va être réagressé. Est-ce qu'il sera redémoli, ou est-ce que cette fois, il va tenir le coup ? Voilà, le suspense est là. L'évolution est pas en elle-même spécialement originale, à part, comme je vous disais, dans le fait qu'on a vraiment un début très lent, où on a vraiment l'impression, je trouve, de sentir le côté rééducation, le côté
où on y va très progressivement, mais ça va s'accélérer à la fin, et moi c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé, parce que je trouve justement que le rythme n'était pas linéaire. On est passé de quelque chose d'extrêmement calme à quelque chose d'extrêmement rapide d'un instant à l'autre. Pour vous dire, il me semble qu'au chapitre 40, il n'y avait pas encore eu vraiment de surnaturel, enfin ici, il y avait, comme je vous disais, beaucoup de sous-entendus. On savait déjà qu'il avait des pouvoirs de médium avec son bras. 40 sur 58 dans les découpages audio, parce que là je parle des chapitres audio, c'est pas les vrais chapitres. Les vrais chapitres, je crois qu'il y en a 21 ou 22. Mais en tout cas, le découpage audio, il y en a 58 fichiers. Au 40, on était encore en train de voir le gars qui devenait artiste, qui allait faire une exposition, avec plein de sous-entendus que ça allait mal tourner, mais pour l'instant il s'était rien passé de concret, à part que le gars peignait des toiles qui donnaient des mauvais pressentiments aux gens, que lui-même avait eu des visions un peu de choses qui arrivaient à sa femme ou à sa fille à distance, juste ce genre de truc. On en était que là, on a l'impression d'être encore dans l'exposition, et à partir de là, dans les peut-être 41, 42 ou quoi, le rythme va s'accélérer, tout va partir en vrille, et donc on a 18 chapitres, comme je vous dis, audio, qui sont toute l'action, toute l'histoire, vraiment, toutes les révélations, le moment où on affronte l'entité surnaturelle, tout ça, c'est dans les 18 derniers, alors qu'avant, on en a eu 40, où on était vraiment sur le gars qui se lève le matin, fait sa balade dans le sable, apprend à marcher, qui compte ses pas, qui le lendemain va un petit peu plus loin, et le lendemain qui rencontre Wireman, ils boivent un verre de thé ensemble. On était sur un truc, mais d'un calme quasi sophrologie, comme je vous dis, et puis soudainement on est passé sur un rythme hyper rapide, et je trouve que c'est dommage d'avoir pas eu une progression plus lente, et encore une fois un livre potentiellement plus long, parce que moi j'ai rien envie d'enlever dans le début, mais j'aurais eu envie de basculer dans l'horreur de manière beaucoup plus progressive pour sentir vraiment l'angoisse et plus avoir conscience des enjeux, parce que là j'ai vraiment eu l'impression que le côté surnaturel était rushé, et ça m'a un peu frustrée à ce niveau-là. Mais en tout cas, de l'évolution des persos, oui, on a. L'univers lié aux créatures, alors, c'est notre monde, sauf que, voilà, les gens qui sont amputés, les gens qui ont le cerveau endommagé peuvent potentiellement développer des pouvoirs surnaturels, et il y a des entités un peu à la Lovecraft, Cthulhu et compagnie, qui peuvent potentiellement influencer les gens, être cachés, et faire des choses néfastes, et puis donner des hallucinations aux gens, leur mettre cher en santé mentale. On en fait vite le tour, et c'est toujours un peu pareil dans l'univers de Stephen King, donc rien de spécial. Logique et cohésion... J'ai pas vu de faute, mais il y a des choses que j'ai pas trouvé ouf. Toute la part action m'a pas trop fait sauter au plafond, mais j'ai pas vu de faute de logique. Mystère et découverte, il y en a énormément, parce qu'on a vraiment envie de comprendre pourquoi toutes ces peintures mettent les gens mal à l'aise, qu'est-ce qu'il peint, parce que Edgar il peint, mais il est pris d'une espèce de frénésie, et lui-même des fois il se rappelle plus ce qu'il a peint avant de regarder sa toile. Quand il peint, il a pas conscience de ce qu'il fait, des fois il peint dans le noir et il peint des trucs magnifiques, alors que lui-même il voyait pas ce qu'il était en train de faire. Ça laisse clairement penser qu'il est contrôlé par quelque chose. Par quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que cette entité veut le pousser à faire? Est-ce qu'il va avoir que des pouvoirs négatifs, ou est-ce qu'il a aussi des pouvoirs positifs? S'il fait des choses positives, est-ce qu'elles vont avoir une contrepartie? Quelles sont les limites de ses pouvoirs? Qu'est-ce qu'il peut vraiment faire avec? On a vraiment envie de savoir, d'expérimenter, et j'adore le début lent. Je vous le dis maintenant, parce que quand j'étais jeune, j'étais en mode « c'est lent ». J'adore le début lent, vraiment, justement, quand il découvre qu'il a ses pouvoirs de médium, qu'il se dit « Tiens, je vais demander à ma femme de m'envoyer ses gants de jardinage, je vais les toucher avec ma main manquante, et je vais peindre un tableau pour savoir ce qu'elle fait depuis que je suis plus avec elle », et qu'il voit que ça marche, et qu'il a une vision où des mecs avec qui elle l'a trompé, entre guillemets, parce qu'ils sont plus ensemble, mais des mecs avec qui elle a couché depuis qu'elle est plus avec lui, et que là il se dit « Bon bah c'est bon, plus jamais j'utilise ce truc ». Je trouve ça génial, ça. Parce que à la fois, on sent le fait que le gars apprend des choses qu'il aurait pas voulu savoir, et ça montre vraiment l'ambivalence de la médiumnité, encore une fois, de vouloir savoir le futur. C'est pas si évident, en fait, le futur ou le présent d'ailleurs, mais vouloir apprendre des choses, ça nous rend pas forcément heureux. Après, est-ce qu'on veut savoir quand même, oui ou non? Bon, la question se pose, mais le fait que la question soit posée par ce qui arrive, je trouve ça extrêmement bien fait, extrêmement intéressant, et aussi le fait que le gars expérimente avec son pouvoir, je trouve ça super stylé et super intéressant. Donc tout ce début, je le trouve génial, mais vraiment la fin, il suit ses pressentiments, il y a encore une fois des sous-entendus, ça je pense que je peux tout de suite vous le dire, même si c'est un peu un spoil, parce que moi c'est quelque chose qui m'agace. Les choses que j'aime pas, je préfère qu'on me les dise. Il y a plusieurs moments où des persos disent « Ouais, il y a sûrement une entité quand même positive qui nous aide », et il y a des petits sous-entendus que c'est le cas.
Par rapport à d'autres livres, c'est pas non plus hyper invasif, hyper choquant. Il n'y a pas de Deus Ex Machina complètement pété, mais il y a quand même un côté, Edgar Fremantle, il a des pressentiments, bon après c'est un peu son pouvoir de médium qui fait ça, donc soit, mais des fois ça sort un peu de derrière les fagots, et de temps en temps, voilà, il y a des choses où les gens ont des pressentiments, où ils agissent de manière instinctive à des moments, alors qu'à d'autres ils se font avoir ou quoi, où on peut se dire, ouais bon. Et puis même les persos vont dire, ouais, ça doit être Dieu. Même si c'est bien qu'on nous laisse le doute, donc je vais pas non plus dire que c'est un point négatif, mais c'est un point mitigé. En tout cas, Mystère et Découverte, il y en a. Mais vraiment, ces tableaux, ils sont extrêmement bien décrits, et on voit bien ce qu'ils ont de mystérieux, et on sent le malaise. J'adore ce truc-là. L'écriture, bon bah c'est Stephen King, il écrit toujours aussi bien, quoi. Comme je vous dis, les paysages sont bien décrits, les tableaux sont bien décrits. Quand le visuel est bien décrit, mais moi j'adore ça, parce que maintenant j'ai plus vraiment accès au visuel, et donc c'est rare les livres aujourd'hui où j'ai vraiment l'impression d'avoir des images dans la tête, et là c'était clairement le cas. Est-ce que c'était le cas parce que je l'avais déjà lu quand j'étais plus jeune alors que je me rappelais plus? Je sais pas. En tout cas, c'était le cas, et c'est extrêmement positif, extrêmement notable. Voilà, j'avais vraiment plein de paysages en tête, et il y en a des beaux paysages avec les couchers de soleil et tout, comme je vous disais, donc les descriptions sont super cool. Les descriptions autant psychologiques que physiques. Poésie, contemplation, bah oui, je vous dis, il y en a. Parce que les tableaux, c'est de la poésie, il faut savoir les décrire, c'est quelque chose. Moi, je trouve qu'on les voit vraiment bien, ces tableaux, donc... Et puis, bah, tout ce qui a trait à l'île... Comment à la fois elle est belle et à la fois elle a des côtés inquiétants, la végétation complètement désordonnée qui pousse dessus, alors normalement elle devrait pas. C'est des choses qu'on a probablement aussi déjà vues dans d'autres King, mais c'était bien, c'était stylé. Suspense et action, je vous dis. Il y a eu des scènes que j'ai bien aimées, il y a eu des scènes que j'ai moins aimées. Pour moi, je pense pas que l'action soit le point le plus positif de ce livre. Je trouve que ce livre, il est extrêmement réussi au niveau de la contemplation, justement, et l'action, je la trouve pas si ouf que ça, même si elle est pas mauvaise. Je pense que King a déjà fait mieux. Je dirais qu'on est dans le moyen moins du King au niveau action, alors qu'on est clairement dans le haut du panier sur les descriptions. Dialogue, alors les dialogues avec Wireman sont géniaux, j'adore ce personnage, j'adore la relation entre les deux, même les dialogues avec Elizabeth Eastlake, je sais pas, je l'ai pas vu écrit, mais du coup je bug un peu, hein. Parce que je me dis Eastlake, c'est plus logique, parce que c'est lac de l'Est, quoi. Mais lui, j'ai l'impression qu'il dit Eastlake, alors je sais pas comment ça s'écrit. En tout cas, même elle est très touchante. Et c'est toujours aussi triste de voir quelqu'un qu'on apprécie perdre la tête au fur et à mesure et se dégrader, et voir Wireman qui espère qu'elle va revenir à elle, qui est touché à chaque fois que ça arrive et qui est triste quand il la perd. Tout ça, c'est aussi extrêmement beau, extrêmement touchant. On a des dialogues tristes, beaux et tout ce qu'on veut. Les embrouilles avec la femme de Edgar, Pam, sont aussi bien faites, et on sent bien Enfin, elle nous énerve clairement, et en même temps, on peut la comprendre aussi, donc c'est ça qui montre que c'est bien fait. Je vous ai dit, avec Hills, j'ai trouvé ça un peu plus banal, mais bon, il faut bien que des fois, il y a des gens avec qui ça se passe bien dans la vie, même si ils ont quand même leur petite... références privées qui font que, encore une fois, on peut avoir l'impression de vivre le truc, de vraiment rencontrer des gens, de vivre quelque chose de réel. Ils ont leur façon de parler, leurs mots à eux, etc. Et ça, c'est toujours aussi bien fait. Dans les dialogues, c'est un gros point positif. King, il a toujours été doué là-dedans, et c'est toujours le cas. Originalité côté marquant, bah, je vous ai dit, Wireman est super marquant. C'est encore plus aidé par le comédien. Le comédien qui était... il y avait clairement la voix dans mon cauchemar, donc je trouve qu'il a une voix qui fait peur, et qui se prête bien au héros de ce livre. Je sais pas si c'est pour ça qu'on l'a choisi, ou si c'est arrivé par hasard. En tout cas, voilà, il a une voix justement assez âgée, que je trouve aussi un peu mystérieuse, effrayante, donc il se prête extrêmement bien à l'ambiance du livre, et quand il fait Wireman, il prend une voix comme ça. Mais oui, mon ami, bien sûr, il faut y aller. J'adore du coup la manière dont il fait ce personnage, on a vraiment l'impression de l'entendre, de comprendre quel genre de personne c'est. C'est un personnage extrêmement positif sans pour autant être naïf. Le comédien est génial, les dialogues sont géniaux, il y a de l'originalité et du côté marquant. Évidemment, Wireman aussi, il parle beaucoup en espagnol parce que sa femme était mexicaine, mais jamais sans que ça nuise à la compréhension. D'ailleurs, Edgar Fremantle ne parle pas espagnol, donc quand ça devient compliqué, des fois il lui demande qu'est-ce qu'il veut dire et il lui explique, mais souvent il emploie que des petits mots, hein, des amigos... des buenos dias, tout ça, donc on voit très bien ce qu'il veut dire. Puis il sort des expressions en espagnol quand il est énervé ou des trucs comme ça, on n'a pas besoin de traduction. Ça rend le truc vivant, c'est sympa, et ouais, ça rend le personnage marquant, encore une fois. Note globale, donc, après relecture, je lui ai mis 7 alors que je lui avais mis 6 avant. Alors j'ai hésité, je me suis demandé si ça méritait plus, mais comme je vous ai dit, j'ai pas trop aimé la fin. Quand on aime que le début d'un livre, je pense pas qu'on puisse lui mettre 8. Je pense que je le réoublierai, malheureusement. Il est marquant visuellement, sur les descriptions, voilà, sur le fait de décrire qu'est-ce que ça fait d'aller mal mentalement. Sur le surnaturel, je trouve qu'il est
vachement commun, et je pense que quand j'étais jeune je m'intéressais qu'au surnaturel, c'est pour ça que ce livre m'a pas marqué du tout. C'est dommage, donc ne le lisez pas si vous vous intéressez qu'au surnaturel, sauf si vraiment vous êtes en manque de surnaturel, mais je pense que vous allez pas l'apprécier à sa juste valeur si vous cherchez juste ça, et par contre lisez-le si vous avez besoin de reconnaissance sur le plan de comprendre la confusion mentale et la distance que ça met avec les gens. Globalement, qu'est-ce que ça fait de se remettre de graves blessures et tout. Là-dessus, vous pouvez y aller. Aussi, comme je vous disais, sur le côté artistique du truc, les descriptions des peintures et tout ça. Donc oui, je le conseille plutôt, même si il est là parce que je l'ai déjà lu et pas parce que c'est un de mes livres préférés. Je vais toujours pas dire que c'est un de mes livres préférés. Je pensais faire les Kings dans l'ordre où je les avais préférés. Du coup, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai bien fait ça, El Fléau, mais en troisième, Doumaki, c'est clairement pas lui que j'aurais mis en troisième. En troisième, il y a un peu photo, pour parler comme aux courses, entre Charlie, Cimetière, je sais pas. Peut-être qu'il y en a même d'autres que j'oublie, là, comme ça. Charlie et Cimetière, c'est à peu près sûr qu'ils sont dans mon top 5 aussi, mais je sais pas trop dans quel ordre, vraiment qui serait en troisième. J'y réfléchirai. En tout cas, Doumaki n'y est pas, mais il est quand même bon, et ça méritait de le relire et d'en parler.